Mesdames, Messieurs, bonjour. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent uniquement à vivre éternellement à genoux. C'est avec cette citation de Simone de Beauvoir que nous démarrons ce nouvel épisode de votre émission. Un rendez-vous pour lequel je reçois pour vous Miré Fatouma Tony Guemba, épouse Feu Sinarigui. Actrice politique issue du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, elle est spécialiste en leadership politique féminin et c'est d'ailleurs sa tasse de thé quotidienne. Fatouma Tony Guemba, bonjour et merci d'être là. Bonjour madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Femmes Leaders. Le plaisir également à moi. Alors, je disais tout à l'heure que le leadership féminin constitue votre tasse de thé quotidienne. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme, hein, madame la journaliste. J'ai toujours été une femme battante, une femme politique. Je l'ai été depuis des décennies, je vais le dire. Car j'ai commencé la politique depuis les Kérékou 2. C'est ça. Depuis Kérékou 2, où j'étais mobilisatrice de l'ombre. Et laissez-moi vous dire que ça m'a permis de découvrir certains coins reculés de la commune de Niki. La campagne Kérékou 2 m'a permis de connaître le village de Tasso pour la première fois. Le village de Nyokloa Kali pour la première fois. C'est ça. Et le village de Sakabansi pour la première fois. Où j'allais rassembler, j'étais la femme qui faisait la mobilisation et avec les leaders qui supportaient le régime Kérékou de à l'époque. Nous tenons des meetings et voilà comment j'ai commencé la politique. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à endosser la défense de la cause féminine? Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans nos villages, la femme est délaissée. Elle est laissée à elle-même. La femme, elle n'avait pas comment faire porter sa voix. Et elle ne savait pas. Bon, vous savez, dans nos villages, les femmes sont en majorité, permettez-moi de le dire, hein, non instruites. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, avec le peu que Dieu m'a donné, avec le peu de mon parcours que j'ai fait au cours primaire, au cours secondaire, mais je peux quand même être porte-parole de ces femmes-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la politique. Donc, j'ai toujours défendu ces femmes-là, qui sont toujours restées avec moi. Hein. Et on m'appelle même des fois présidente, sans que vous ne le soyez. Je ne le sois. Donc, voilà comment j'ai commencé. C'est ça, ça fait plusieurs années alors que vous militez pour la cause de la femme. Mais aujourd'hui, quelle est la condition de la femme selon vous? Est-ce que les choses ont changé grâce à votre leadership politique féminin? Les choses ont vraiment changé. Dans la commune de Niki ou de façon générale? Dans la commune, je vais même parler plus précisément de la commune de Niki. Les choses ont vraiment changé parce que les femmes maintenant savent qu'il faut aller vers les institutions de microfinance pour se faire accompagner, pour se faire appuyer et renforcer un peu leur activité génératrice de revenus. Est-ce qu'on peut dire que tous ces changements-là sont dus, sont des bénéfices des actions phares que vous avez menées en faveur de la femme dans votre département? Bien sûr que oui, ma chère. Laisse-moi te dire que je suis d'abord, avant que je ne sois députée, j'ai été la présidente du comité de crédit
de Renaka Bénin. C'est ça. La présidente nationale du comité de crédit de Renaka Bénin. Vous entendez par Renaka Bénin, c'est une institution de microfinance qui est basée dans les villages et les guichets s'appellent KVK. Si je vais définir KVK, ça fait Caisse villageoise d'épargne et de crédit autogérée. Donc, c'est la fêtière de ces KVK-là, de ces caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré qu'on appelle RENACA, le réseau national de ces KVK-là. Et j'ai été la présidente nationale du comité de crédit de RENACA Bénin. Et donc, comment est-ce que ça se passait? Bon, ça se passe tout comme les autres institutions de microfinance. C'est comme ça se passe. Mais le fait d'avoir des femmes derrière moi, et vous savez, la KVK est installée en 2008 chez moi, dans la commune de Niki. Et les gens ont su que j'ai des femmes, mais en cherchant les clients pour financer, on les a envoyés vers moi. On dit, bon, voilà, allez voir cette dame, elle est toujours avec les femmes, elle est toujours derrière, elle appuie les femmes qui font, comment on appelle, qui fabriquent du beurre de karité, les femmes qui transforment le soja en fromage. Donc, allez la voir, elle peut vous trouver des femmes pour... Comme ça, les agents de la KVK sont venus vers moi. Et effectivement, j'avais de ces femmes-là et nous avons formé un groupement et nous avons reçu de financement. Et c'est comme ça, ce réseau-là, le réseau de ces caisses villageoises-là, m'ont fait confiance. Et lors d'un AG, j'ai été élue présidente nationale des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré de Bénin. À travers toutes ces actions-là, on peut alors dire que vous avez contribué d'une façon ou d'une autre à l'émergence de la femme dans cette localité-là. Alors, honorable, aujourd'hui, il y a plusieurs dispositions légales qui concourent au bien de la femme béninoise. Nous avons par exemple la récente réforme qui a permis aux femmes d'être plus nombreuses au Parlement. Cela a permis d'avoir aujourd'hui 29 femmes députées sur 109 que compte la 9e législature. Est-ce qu'un motif de satisfaction selon vous? Un grand motif de satisfaction. Mais sans cette réforme, moi, Fatouma Tony Gemba, moi, je ne serais pas parlementaire. Je vous ai dit que j'ai milité depuis l'avènement de Kérékou II. Mais depuis ce temps, j'ai toujours été une femme battante. J'ai été une militante. J'ai fait, comment on appelle Kérékou II, j'ai fait Falafia, j'ai fait UD et UDS. J'ai fait Alliance Soleil et membre fondateur de l'Union progressiste. Membre fondateur de l'Union progressiste à l'époque. Et pourtant, vous étiez dans l'ombre pendant tout ce temps. J'étais dans l'ombre, même pendant les positionnements là, mais on ne me voyait pas à l'époque. S'il s'agit des positionnements, on ne me voit plus. Mais s'il faut aller faire les mobilisations, rassembler les femmes, rassembler les hommes et parler, faire battre campagne, mais on sait que Fatouma Nyiré est là. C'est ça. Mais s'il faut positionner, mais toi là, non, va là-bas. Non, c'est pas, non, c'était ça. C'est ces réformes-là, de la réforme du système partisan et, comment on appelle, et le quota de la femme, si je peux m'exprimer ainsi, qui m'a permis aujourd'hui d'être parlementaire. Je ne peux plus que saluer ces réformes-là. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous savez qu'une chose est d'avoir de nombreuses femmes au Parlement, mais une autre est qu'elles soient vraiment à la hauteur. Pensez-vous que les femmes travaillent vraiment sur ce plan-là? Les femmes parlementaires travaillent sur ce plan. Vous savez, les élections législatives de janvier 2023 ont été, parmi tant d'autres, une bataille vraiment qui n'a pas été facile. Il faut le reconnaître.
chaque femme parlementaire de la 9e législature que vous allez voir, sachez qu'elle a été une femme vraiment battante, qu'elle a été une femme qui l'a vraiment mérité. C'est d'ailleurs pour ça que cette émission est conçue, d'abord pour faire voir toutes ces femmes-là au peuple, oui, pour montrer comment elles se sont battues pour venir au Parlement, elles ne sont pas sorties de nulle part. C'est pas forcément le fruit d'un hasard, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme, mais c'est quand même des femmes qui se sont battues pour être là. Il n'y a pas eu de cadeau, ma chère, pendant ces élections-là. Et laissez-moi vous dire que nous l'avons mérité. Ces 29 femmes-là l'ont mérité. C'est ça. Elles sont vraiment à la hauteur. Raison pour laquelle elles ont pu réussir à se faire élire. Donc, je ne vois pas. Et ce que je peux dire est que les 29 femmes, parmi les 29 femmes, à peine 4 ont déjà eu des expériences au niveau du Parlement. Mais les 27 autres, nous sommes toutes à notre première expérience au Parlement. Et déjà, ça fait 1 an que nous sommes installés. Nous avons pris le temps pour observer. Parce qu'il ne faut pas arriver, commencer par dire de n'importe quoi. D'abord, il y a la discipline du groupe qu'il faut respecter. Et d'abord, essayer de voir comment est-ce que le Parlement fonctionne. Quelles sont les activités qui sont menées et comment est-ce que ces activités-là se font au Parlement. Donc, nous avons pris ce peu de temps-là, c'est 1 an-là pour observer. Bon, nous n'avons pas pris juste les 1 an et nous avons pris quelques temps pour observer. Pour et connaître maintenant, la maison, pour connaître la maison, du règlement intérieur, nationale, comment on appelle, de prendre connaissance de la Constitution et lire les différents comment on appelle, documents qui nous ont été remis. Donc, c'est pour ça que vous voyez d'abord un certain nombre de calmes. Et ce calme-là s'observe au niveau du Parlement. Mais une fois retourné dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases, mais nous continuons la bataille. La bataille, parce que déjà, nous étions déjà habitués à cette bataille-là. Donc, la timidité, si je peux dire ainsi, vous allez l'observer pour un temps ici au Parlement. Et avec 2024, nous avons pris acte et vous allez voir comment est-ce que les femmes vont surprendre le peuple béninois et vont surprendre agréablement. C'est ça. Ah ouais, nous allons surprendre le peuple béninois agréablement. C'est ça. Merci beaucoup, Honorable. Oui. Ça fait plaisir de l'entendre. Voyons, en 2021, le Parlement a adopté une série de lois en faveur de la femme, à savoir la loi 2021-11 portant dispositions légales de répression des infractions commises à raison du sexe qui protège la femme de certains faits tels que le harcèlement, la mutilation génitale, les violences de tout genre. Il y a aussi la loi 2021-12 et 13 qui protège également la femme contre le viol, le mariage forcé, les risques liés à l'interruption volontaire de grossesse de manière clandestine, etc. Comment vous appréciez cet environnement juridique qui a été donné aux femmes? S'il faut serrer la main à cet environnement juridique-là, moi, j'allais serrer les 2 mains. C'est ça. Parce que la femme était considérée comme une chose, ce qui n'était pas du tout normal. La femme était, comme on appelle, surtout dans nos zones, dans les zones rurales, il faut la maltraiter, elle n'a pas droit à la parole. Je parle, elle ne doit pas parler. Et même pour prendre des décisions, la femme ne devait pas être là où il faut prendre les décisions. Et sexuellement, les gens abusaient. Il y avait, comment on appelle, on abusait sexuellement et
on abusait des femmes sexuellement, anarchiquement. Les droits des femmes étaient tout simplement bafoués. Bafoués, je te dis. Ça. Le droit des femmes était bafoué. Et il a fallu que ces dispositions-là soient prises dans notre pays pour que maintenant la femme soit respectée. La femme est respectée, elle est respectée. Hein? On ne peut plus taper en désordre. Et on ne peut plus envoyer, vous voyez même ce qui, ça me donne la chair de poule. Hein? Dans nos villages, on voit déjà les petites filles de 13 ans, de 14 ans, on les envoie en mariage. D'abord, le mari, le conjoint, c'est les parents qui vont en décider que tu veilles ou non, il faut aller en mariage. Non, c'est là. Et des fois, même, la petite fille dit non, je ne veux pas, on l'enferme dans la chambre. Il fallait taper les parents, taper par le passé et imposer ce dernier-là à la fille. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Les choses ont vraiment changé grâce à... Et il y a, avec l'Institut de la femme. L'Institut de la femme, elle joue un grand rôle dans notre pays. Tout à fait. Ah ouais, il faut le reconnaître. Hein. Moi, je tire chapeau à ceux qui ont fait cette clairvoyance-là et qui ont mis en place l'Institut de la femme. Hein. La femme, elle est vraiment respectée. Elle a maintenant son mot à dire. Quand il va falloir de dire non, elle dit non. Quand elle veut, elle dit oui. Et elle est respectée maintenant. Vous voyez les mutilations génitales, par exemple, où il faut enlever une partie de la petite fille. Et ça donnait même des petites filles en mouraient à l'époque. Hein? C'est pas bien. C'était pas du tout bon. Donc maintenant, moi, je félicite et je vois que vraiment, il faut qu'on aille même au-delà. Au-delà, tout en votant aussi, en votant d'autres lois. Vous avez des propositions, par exemple? Eh bon, j'ai des propositions. Hein. Vous voyez, je peux proposer à ce que des lycées de jeunes filles, par exemple, hein, lycées des jeunes filles, que le gouvernement en construit en pagaille pour pouvoir vraiment cadrer la jeune fille. Parce que c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui est la maman de demain. Et c'est elle-même la grand-maman d'après-demain. Donc, une fois que son éducation n'est pas bien suivie, une fois qu'elle n'est pas respectée, bon, je pense que c'est la société qui n'est pas respectée comme ça. Hein. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pas faux, honorable. Mais vous savez, hein, qu'avec toutes ces dispositions légales-là, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne maîtrisent pas tout ça et qui ont peut-être peur de défendre leurs droits à cause des pesanteurs culturelles. Que faut-il faire pour changer la donne? Bon, madame, il faut vraiment sensibiliser. C'est la sensibilisation qui manque à ce niveau. Et l'autre chose aussi, ces femmes, elles n'aiment pas dénoncer parce que peur de perdre leur foyer, peur de quitter leur foyer et d'abandonner les enfants. Des fois, les enfants sont tellement nombreux déjà. Hein? Tu pars, tu dénonces, le mari est sanctionné, le mari est puni par la loi et le mari ne veut plus te voir chez lui. On est d'accord? Et une fois que le mari ne veut pas te voir chez lui, il va te poser des conditions tellement difficiles chez lui et la femme sera obligée de quitter la maison. Voilà des raisons qui font que les femmes n'aiment pas dénoncer. Maintenant, pour sauver ces femmes-là, hein, pour que les femmes arrivent vraiment à dénoncer, je pense que l'autre chose est de sensibiliser les femmes et de sensibiliser aussi les hommes. C'est ça. Il faut sensibiliser aussi les hommes, leur montrer. Et ça là même, je peux dire que ça peut être une autre activité du caucus des femmes parlementaires. Hein. C'est ça. Ça peut faire l'objet d'une tournée. Chaque député
puisque nous avons 24 circonscriptions, elles descendent, elles vont sur le terrain, sensibilisent les hommes et leur prouver combien de fois la femme, elle est leur moitié. Honorable, est-ce qu'il n'y a pas aussi le manque d'autonomie financière de la femme? Parce que bon... Ça, je vais en arriver, je vais en arriver. Donc, il faut qu'on sensibilise d'abord les hommes, leur prouver combien de fois, quand il y a harmonie, quand ils s'entendent avec la femme, ils vont tous évoluer. Mais chaque fois bagarre, chaque fois insulte, chaque fois si l'homme dit ci, la femme dit ça, ça ne nous amènera nulle part. Maintenant, l'autre chose où je voulais en arriver, c'est l'autonomisation de la femme. Et c'est là où je vois l'utilité d'aider les femmes. Si le gouvernement peut le faire, ce serait bon, hein, mettre un seuil de taux de crédit, taux d'intérêt bien sûr, hein, que les femmes, parce que les femmes se battent. Au marché, nous sommes les plus nombreuses. Hein. Même aller au nord, les femmes, c'est elles qui font correctement le champ maintenant. C'est ça. Je vous jure, hein, même moi, j'en faisais. Ah oui? Ah ouais? On dirait pas. Bon, vous avez une femme qui fait tout, hein? Ah bon? Ah non. Une femme polyvalente? Une femme polyvalente. Jusqu'au champ. Ah ouais. Donc, si la femme, elle peut avoir l'autonomie, son autonomie financière, donc elle peut y parvenir à quel que soit ce que l'homme va faire, elle peut vraiment garder son courage. Elle a quelque chose qu'elle fabrique, elle a ce qu'elle fait pour se trouver 1 franc par jour, tout au moins, et elle va essayer de gérer ses enfants avec. Très bien. Honorable, vous n'êtes pas sans savoir comment, de nos jours, les réseaux sociaux battent leur plein. Nous y voyons un peu de tout, mais surtout allant dans le mauvais sens, on va dire. Des jeunes filles qui se dénudent virtuellement, surtout avec l'avènement du réseau social TikTok. Vous savez, oui. Quel regard portez-vous sur ce genre de choses, vous qui vous souciez tant de la promotion de la femme? Vous voyez, l'histoire de TikTok, ça pourrit le monde aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. TikTok pourrit le monde. Mais moi, je peux dire que c'est la faute au ministère du numérique. Hein. C'est ça. Ah ouais? Mais comment? Ils ont la maîtrise de tout. Je ne sais pas si c'est moi qui me perds. Hein? Ils ont la maîtrise de tout. Et ils savent comment contrôler, comment supprimer TikTok. Il faut qu'on supprime TikTok. Parce que, mais au moment où il n'y avait pas TikTok, on ne voyait pas de ces gens de désordre-là. Hein? Et sensibiliser aussi nos filles dès bas âge, dès les cours primaires, les sensibiliser. Mais est-ce que vous pensez que la suppression du réseau social TikTok est vraiment la solution? Parce qu'il y a aussi le côté positif de la chose. Parmi tant d'autres, hein, elle est une solution. Mais ce n'est pas si mal, le TikTok, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas mal. Et si, bon, je ne sais pas, hein, on peut adopter quelque chose sous forme de surveillance et voir ceux qui le font du mauvais côté. On peut supprimer ce côté-là. C'est ça. Alors, honorable, on a beaucoup parlé de la femme et même plusieurs heures de plus ne nous suffiraient pas. Et là, nous allons tomber à l'Assemblée nationale suite à votre candidature au poste exclusivement réservé aux femmes. Oui. Vous avez gagné les élections législatives de janvier 2023. Vous avez été élu député de la 7e circonscription électorale du Bénin. Faut-il conclure que si la réforme qui a favorisé l'entrée des femmes à l'hémicycle n'avait pas vu le jour, vous ne serez pas à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que j'ai besoin de le dire? Mais je vous ai dit que j'ai milité depuis fort longtemps, non? Mais ce n'est pas ces réformes qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, d'être parlementaire. S'il n'y avait pas ces réformes,
la femme allait toujours militer et elle allait demeurer, elle allait toujours rester à sa place là. C'est pour ça qu'il faut saluer et dire merci à ceux qui ont vu clair, ceux qui ont vu loin, ceux qui ont vu la souffrance de la femme. Et justement, comment comptez-vous prouver au président Patrice Talon qu'il n'a pas eu tort d'initier cette réforme-là? Qu'est-ce que vous comptez faire pour gagner davantage sa confiance? Pour gagner sa confiance, nous allons toujours nous battre aux côtés des hommes. Nous allons montrer combien de fois la femme aussi peut beaucoup. La femme aussi a de potentialités. Donc, nous allons mener des actions fortes sur le terrain, politiquement comme socialement, pour vraiment prouver au président Patrice Talon qu'il a vu mieux, il a vu bien, il a vu clair d'initier et de supporter la révision de la Constitution et qui a permis de retoucher le code électoral et de trouver une manière d'introduire le quota que nous avons appelé siège réservé aux femmes. C'est ça. C'est vraiment salutaire. Honorable Tony Kemba, oui. Vous avez milité pendant plusieurs années dans l'ombre. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'avec cette ascension-là, on peut dire que vous avez accompli votre dernière ambition de vie ou vous avez encore d'autres projets d'avenir? Permettez-moi de vous dire d'abord que je rends grâce mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a un adage qui dit que nul n'est heureux tout seul. Si, d'abord, parlons côté Parlement. Oui. Si le Bénin va rester à ce nombre de quotas femmes, et le quota des femmes, c'est pour les élections législatives. Ça n'a pas pris en compte les élections communales, ça n'a pas pris en compte les élections locales. Donc, il faut que cette loi-là puisse s'étendre vers les élections communales et locales. Et vous avez ambition de travailler à ce que cette loi puisse s'étendre au niveau des... Bien sûr que oui, bien sûr, bien sûr. Raison pour laquelle le caucus des femmes parlementaires, nous les femmes parlementaires, nous nous sommes dit, mais il faut que nous allons d'abord en première... D'abord pour aller remercier le chef de l'État pour avoir initié et soutenu la loi et qu'on appelle la révision et introduire le quota femmes et lui demander encore d'aller un peu plus en initiant, en retouchant le code électoral et en donnant l'opportunité de trouver aussi des quotas pour les élections communales et locales. C'est ça. Et non seulement ça, mais les femmes doivent être, comment on appelle, nommées à des postes vraiment où la femme peut faire entendre sa voix. Nous, les femmes ont la capacité. Les femmes béninoises en ont vraiment la capacité. Ça, je le dis et je le répète. Elles en ont la capacité. Donc, la femme, on n'a pas... Donc, nous voulons avoir des femmes ambassadeurs. Et pendant tout ce temps, mais comment vous gérez à la maison? Puisque vous êtes mère de famille, vous êtes actrice politique, on sait qu'il n'est pas donné aux acteurs politiques de disposer entièrement de leur temps. Mais là, vous êtes mère de famille avec plusieurs enfants. Comment est-ce que vous gérez à la maison? Vous avez posé une très belle question à ce niveau-là, parce que nous, les femmes politiques, nous jouons 2 rôles ou 3 rôles à la fois. Lesquels? D'abord, être maman. Il y a la maternité, pas plus il y a quelques mois où l'une de nos collègues députés a accouché. Elle était en état de grossesse au moment de notre installation. Donc, comment est-ce qu'elle va gérer la maternité? D'abord, comment est-ce qu'elle va gérer l'enfant? Et si les enfants sont nombreux,
le foyer, son époux d'abord, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors de la formation des femmes parlementaires à Kéto, le président Vlavolo nous disait, vous les femmes parlementaires, politiques, oui, mais vos maris d'abord. C'est vrai. Il l'a dit. Et c'est profond ce que le président de l'Assemblée nous a dit. Tu ne dois pas être parlementaire et ne pas pouvoir préparer quelque chose, préparer à manger à ton mari, et il sera obligé d'aller toujours dehors acheter à manger, sans savoir comment est-ce que la nourriture là est préparée au dehors pour lui. Mais les enfants, il faut les suivre, les réveiller tôt, préparez-vous, allez à l'école, apprenez vos leçons, faites ci, faites ça. Mais je demande à ce que les hommes, nos époux, nous accompagnent à ce niveau-là. Ils doivent comprendre que nous sommes politiquement occupés et nous ne pourrons plus être à leur disposition, nous ne pourrons plus être très efficaces pour, et comment on appelle le ménage, pour comment est-ce qu'il faut gérer les enfants. C'est pour ça que je dis que ce rôle-là, les époux de nos collègues parlementaires doivent nous assister à ce niveau-là. C'est ça. Honorable, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de la conclure, nous allons vous poser quelques questions pour creuser un peu dans votre intimité. Okay. Je les appelle souvent des questions rituelles sur cette émission. Okay. Alors, s'il vous est demandé de nous donner le meilleur adjectif qui vous qualifie le plus, lequel serait-il? Et je suis une femme persévérante. J'ai toujours été persévérante. Ça, même vous allez à Neki, on vous dira, vous dites, Niri Fatouma, on vous dit, ah, la dame de fer. La femme persévérante. La femme persévérante. C'est ça. Un de vos défauts que vous voudriez bien corriger, s'il était possible? Bon, un de mes défauts, je pense que j'ai toujours la taquinerie m'a toujours fait mal. Et j'agis quand je vois que on est en train de taquiner quelqu'un à côté de moi, un proche comme quelqu'un que je ne connais pas. C'est que tout de suite là, il faut que j'agisse. Donc, c'est un défaut. Je n'arrive pas. Mais est-ce que c'est un défaut? Puisqu'on peut dire que c'est de l'injustice que vous n'aimez pas. Voilà, je n'aime pas de l'injustice. C'est ce que. Maintenant, si je vais parler de défaut, je peux dire que je m'énerve un peu plus vite. Je suis un peu brutale. Vous êtes un peu colérique. Colérique, voilà. C'est ça. Voilà. Et s'il fallait vous assimiler à un animal, peut-être, Tony Fatouma Gemba serait quel animal? Oh, poisson, hein? Poisson? Ah ouais. Poisson, pourquoi? Poisson parce que je n'aime pas trop là où c'est chaud. C'est ça. Je n'aime pas vivre, je ne supporte pas trop la chaleur. Et vous allez me dire comment est-ce que j'ai pu supporter les périodes de chaleur au nord. Surtout que vous étiez une femme de champ aussi. Surtout que je suis une femme de champ. Hein? Ici, bon, des fois, je laisse le travail et je vais dans la rivière. Je cherche un peu de l'eau là et je verse sur moi. Je reviens, je retourne dans mon champ et je continue. C'est ça. Alors, puisque vous êtes du Nord, j'ai bien envie de connaître un des mets traditionnels que vous aimez consommer le plus. Ma chère, yam pilé. Yam pilé. Yam pilé. Le Bariba aime yam pilé. Sokuru. Sokuru. C'est ça. Et avec quelle sauce? Accompagné de quelle sauce? Accompagné. Vous savez, yam pilé, ça se mange avec presque toutes les sauces. Hein. Que ce soit le gombo et comment séché. Hein.
que ce soit... Vous connaissez ce qu'on appelle coucou? Coucou en bariba? C'est les feuilles de baobab sèches. Ah ouais. Avec du poisson. Super. C'est ça. Ah ouais. Si tu peux faire un tour chez moi, Niki, je vais te préparer les feuilles de baobab sèches. Je suis partante. Accompagné du poisson fumé. Non, ma chère. Tout de suite après l'émission, on embarque et honorable. Oh, nous allons mettre un thème à cette émission. Le temps qui nous est imparti est venu à thème. Honorable, merci infiniment d'avoir été sur ce plateau de Femmes Leaders. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et qu'Allah vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Inch'Allah. Chers amis téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro de Femmes Leaders que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt avec une prochaine invitée.